Fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite et fin de notre édition spéciale consacrée à l'an 4 du M5 RFP. En effet, qui ne se souvient donc pas dans ces Mali de 2020, le 5 juin, les Maliens étaient nombreux à envahir les places publiques pour dire qu'ils en ont marre de la vie chère, pour dire qu'ils en ont marre de coupures d'électricité, marre de la corruption, marre de l'impunité, marre de l'insécurité, marre justement au niveau de l'école parce que les enseignants étaient là, se battaient pour leur article 39. Mesdames, messieurs, pour dire qu'il y avait autant de choses que les manifestants reprochaient justement au régime Ibeka. La suite est connue, finalement le 18 août, le régime Ibeka va chuter et depuis le Mali est dans une transition. Et le M5 RFP, qui est ce grand mouvement qui a fait venir en fait cette transition, est bel et bien là. L'an 4, nous allons nous demander qu'est-ce qu'il est devenu ce grand mouvement, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui encore en tant que force et justement avec nos analystes politiques. Nous commençons ce soir par le docteur Amadou Touré, analyste politique. Docteur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Notre second analyste politique est M. Bagui-Diarra. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert et bonsoir également aux fidèles d'Africa Télévision d'ici et ailleurs. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Et enfin, un troisième analyste politique, M. Bouakar Bokoum. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Dissa, à tous les auditeurs de Africable et à mes co-débatteurs, à l'ensemble de la nation malienne. Je dis bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et pendant que je suis avec vous, 4 ans de M5 RFP. Alors, qu'est-ce qu'il aujourd'hui de ce mouvement, selon vous, M. Bokoum? Écoutez, d'abord le M5 RFP, il faut retourner un peu en arrière pour comprendre d'abord que c'est tout à fait normal qu'on comprenne aujourd'hui la déliquescence de ces mouvements qui aujourd'hui n'existe pratiquement pas que de façon virtuelle. La composition du M5 RFP, dès le départ, on avait dit que c'était un mouvement hétéroclite, sans vision, sans stratégie et sans modèle particulier. C'était là le point d'achoppement que nous avons eu en tant qu'analystes à l'époque avec les animateurs de M5 RFP. Vous venez de le rappeler tout à l'heure, tout le monde disait on en a marre par rapport à la mauvaise gouvernance économique, sociale, culturelle et bien d'autres aspects de la mauvaise gouvernance qui étaient à un moment donné arrivés à un ras-le-bol. Et en son temps, on avait dit aux acteurs de M5 RFP que c'était très facile de faire tomber Ibeka. C'était très facile quand vous allez dire que le pays est mal géré, que tout le monde soit d'accord. Mais la question n'était pas là. Si on est d'accord et que le régime tombait, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était ça la véritable question. Et à cette question, nous n'avons pas eu de réponse à l'époque. Alors, nous avons effectivement au niveau de la structuration du mouvement qu'on a appelé M5 RFP, sur la base de l'article 121 de l'ancienne constitution, de celle de 92, qui prévoyait la désobéissance civile. Et en son temps, on avait dit que la désobéissance civile, elle ne se fait pas de façon plate. Il fallait une bonne organisation et une bonne méthode. Donc nous avons appelé cela le DCBOM, désobéissance civile avec la bonne organisation et la bonne méthode. Donc ce qui allait permettre effectivement, à un moment donné, quand le régime va chavirer, il va falloir qu'on le récupère de la plus belle manière pour que le M5 s'inscrive dans la veille citoyenne. Donc à l'époque, en laboratoire, on avait ce qu'on appelait la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne, qui se trouve d'ailleurs consignée dans le livre blanc du centre d'études stratégiques dont le directeur exécutif est le professeur Abdoulaye Niang. Ça c'est depuis 2015. Donc le 9-11e mois 2015, nous avons déposé un document au niveau du Bureau malien des droits d'auteur pour consigner cette stratégie de mise en œuvre qui effectivement s'inspire quelque part du printemps arabe. C'était ça, parce que c'était le printemps malien qui était en gestation. Donc comprenez aisément aujourd'hui que on a raté le coche, parce que la structuration qu'il fallait avoir avant que le régime ne tombe n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui. Je pense qu'on ne doit pas être surpris de voir que ce mouvement s'effiloche. D'accord. Docteur Touré, pour vous, quel est-il de ce mouvement? Comme le prédécesseur, le M5, pour parler du M5, c'est que le M5 a été victime de son caractère hétéroclite. Donc, mais malheureusement, il a fallu 4 ans qu'on puisse retenir que le M5 pouvait se disloquer en pièces d'État, si je peux me le permettre. Et il a fallu 4 ans aussi que les Maliens comprennent que le M5 n'avait pas de vision que de faire chuter le régime Ibeka.
de comprendre aussi qu'après 4 ans, que le M5 n'arrive pas toujours à s'unir pour le but qui était le principal, c'est de défendre l'intérêt du pays. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? Les M5 disloqués, qui n'a que des intérêts personnels, des querelles personnelles. Donc le M5 à ce jour n'est pas en mesure de représenter ce peuple malien qui a tant d'idées, qui a tant de souffrances, à faire parler de lui-même, à trouver un garant sur lequel il faudrait compter. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Après la chute du IBK, le M5 n'avait pas de vision que la conquête du pouvoir faire chuter IBK. De 4 ans, de 2020 à ce jour, qu'est-ce qu'on constate? Le mouvement est affaibli. Et le mouvement n'est plus en mesure de représenter le peuple malien dans son ensemble. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Le M5 en 3 pièces détachées n'a plus la même capacité de mobilisation et n'a plus la même ferveur sociale. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Les difficultés qui existent aujourd'hui montrent à suffisance que le M5 a échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce M5? Donc, le M5, durant les 4 ans, le M5 aussi est victime de la politique. Parce que si on retourne dans l'histoire, moi je n'accuse personne, de 1960 à nos jours, le problème principal du Mali, c'est les partis politiques. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Les partis politiques n'ont jamais investi dans la vie citoyenne. Malgré qu'ils parlent d'esprit démocratique, malgré qu'il y a eu des financements, les projets de société n'ont pas été débattus, la vie citoyenne à un niveau social n'ont pas été conséquents, parce que tout simplement il n'y a pas eu d'investissement dans les citoyens. Je vous donne un exemple, quand on accuse les régimes passés, moi j'accuse plutôt les politiques et les politiciens. Parce qu'on a vu, le problème du Mali, c'est un problème de développement, un problème d'économie, de corruption et de justice. Et quand vous voyagez le long du Mali, de Bamako à Tombouctou, il y a vraiment un déséquilibre en matière de développement. Et ce déséquilibre, qui est le premier responsable? Moi, à mon avis, c'est les partis politiques. Et ce M5, quand vous voyez la configuration, c'est l'ensemble des partis politiques qui auparavant ne se parlaient pas, mais sont unis pour faire chuter IBK. Donc après la chute du IBK, qu'est-ce qui vient? Il faut forcément que chaque parti politique cherche à se faire émerger, à être en position de force pour préparer l'après-transition. Mais hélas, qu'est-ce qui se passe? Les intérêts ont pris dessus par rapport au détriment du citoyen lambda. Un simple exemple, quand tu pars à Tombouctou de suite, la seule route qui existe est à 50% depuis 2010 sous le président IBK. Et il n'y a pas d'infrastructure. Mais ce sont tous les partis politiciens et les politiques qui ont en charge la gestion publique. Donc les partis politiques ont échoué parce que ce sont les mêmes partis politiques qui se sont retrouvés au sein du M5. Et des gens qui ne partagent pas la même vision ne seront jamais ensemble. Et les 4 ans ont suffi largement pour ouvrir les yeux aux Maliens que le M5 en réalité n'était qu'un mouvement hétéroclite qui n'a que de but que lui-même. Parce qu'en réalité, pourquoi le M5 ne peut pas s'unir? Or les problèmes de 2020 sont les mêmes problèmes aujourd'hui. L'électricité, l'eau, la sécurité, les Maliens ont vraiment besoin d'un garant qui peut porter leur voix. Mais est-ce que c'est le M5 aujourd'hui? Je dirais non. Très bonne question. Alors, monsieur Diarra, en fait, juste après la chute du régime IBK, au sein même du mouvement M5 RFP, une tendance disait que le M5 doit rester cet esprit, en fait, c'est ce mouvement de veille et de proposition. Veille surtout sur la transition qui allait débuter et qui est là présentement. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça, c'était, de mon point de vue, en fait, une vision bien utopique, liée simplement au caractère hétéroclite de ce mouvement-là. Je pense, je l'avais toujours dit, même depuis dans Ante Abana, qu'un tel mouvement comme ça, où vraiment en raison donc de son hétéroclité, tous les acteurs, toutes les couches se retrouvent là, un tel mouvement ne doit avoir simplement qu'un caractère spontané. C'est-à-dire que nous nous sommes mis ensemble face à des problématiques majeures identifiées. On se donne effectivement les moyens d'aller trouver les pistes donc de solutions. Et derrière, on permet en ce moment à ce qu'il y ait un cadre politique plus approprié, en tout cas de gouvernance, qui continue dans la normalité avec ça. Mais vouloir maintenir un tel mouvement le long du temps est simplement utopique parce que ça ne va pas avec en fait son caractère naturel. Mais l'autre chose qui est extrêmement importante dedans, c'est l'idéologie ou cet esprit-là. Parce que cette idéologie ou cet esprit est simplement lié à l'absence de solutions
donc d'une gouvernance face aux problématiques auxquelles les quotidiens donc des populations sont confrontés. Chaque fois que face à un régime, les populations ont des problèmes, ont des aspirations qui ne rencontrent pas en fait des solutions de la part de ces autorités-là, cet esprit M5 va toujours être là. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'un corps pour porter cet esprit-là, que ce soit le comité stratégique, que ce soit encore qu'on appelle M5, mouvement du 5G, rassemblement donc des forces patriotiques, que ce soit dans Ante Abana, ou que ce soit dans d'autres à venir. Chaque fois que on est en mal donc de solutions en tant que gouvernant face effectivement aux aspirations légitimes de gouverner, il n'est pas exclu que cet esprit-là soit toujours là et encore plus vif. Donc de ce point de vue-là, on doit pouvoir simplement dire que oui, le M5 dans son idée est quelque chose à toujours protéger, à toujours préserver le long du temps, mais non pas le corps. Ça veut simplement dire que si l'esprit reste et que les gouvernants savent déjà que chaque fois que je peux m'éloigner, cet esprit-là étant là, va tout simplement se mettre en face de moi et me montrer la voie à suivre. Cette voie, elle peut ne pas être forcément toujours celle à laquelle j'aspirais en tant que gouvernant, mais elle va s'imposer à moi en ce moment-là. Et donc, pour éviter d'aller vers ça, je pense qu'il y a lieu d'avoir à l'esprit que cette idéologie-là est toujours là parce que ça veut simplement dire que je dois aller chercher de la légitimité en réalité auprès de mes populations dans ce que j'ai à faire comme action de gouvernance. Et de ce point de vue-là, je suis appelé à travailler de manière à faire en sorte que mon peuple ou mes populations peuvent s'épanouir le long du temps au sein de ma gouvernance. L'autre point qu'il faut effectivement évoquer, je pense, dans ce M5 RFI, moi, c'est vrai, il y a cette immaturité et c'est vraiment dommage de dire qu'après 30 années d'exercice démocratique, que la classe politique en soit amenée simplement à être dans une telle situation. Pour moi, le problème, ce n'est pas que le M5 aujourd'hui est en train de, ou qui s'est même implosé, ou peut-être qu'il est en train, que la machine est en marche, mais pour moi, le problème, c'est que la classe politique ou les partis politiques au sein de ça restent accrochés à ce nom-là. Pourquoi rester accroché à ces noms-là? Si vous avez déjà un projet de société, si vous avez des bases, si vous avez des visions, mais sortez alors de ça et allez faire effectivement vos plateformes politiques de manière à vous mettre ensemble. Dans ce cas de figure-là, vous avez plus de chances de rester le long du temps ensemble parce que vous avez une vision partagée. Si vous appartenez à une même idéologie politique, c'est encore plus. Donc vous pouvez aller de l'avant et faire grand chemin de manière simplement à convaincre donc le long du temps vos populations du bien fondé de ce que vous avez comme projet de société. Mais malheureusement, on est là, on ne fait simplement qu'accourir derrière ce nom M5 RFP là. Alors que il est déjà parti parce que depuis le premier jour, pour aller plus vite, depuis le premier jour, quand les militaires effectivement sont venus parachever, mais des jeunes, et ça je vous confie, j'étais encore deuxième vice-président de mon parti et qui était le troisième parti en tout cas au sein de EMK, donc le RPDM était là. En son temps, quand les jeunes sont venus simplement me dire que tu chutes là, non, il y a des petits groupes qui se forment pour aller à Kati et tout ça, j'ai dit faites attention. Ça c'est déjà un manque de sincérité, ne rentrez pas dans ça, en tout cas le RPDM ne rentrera pas dans ça. Je vous dis parce que ça va mettre simplement en cause, c'est une menace en fait pour, si vous voulez, comment dire ça, c'est-à-dire que la bonne collaboration, la bonne synergie d'action est déjà et pour les militaires et pour vous. Parce que vous devrez partir, les forces politiques ou les forces du M5 doivent partir en rang serré vis-à-vis effectivement donc des militaires qui sont venus pour qu'il y ait simplement deux partenaires en face qui discutent. Mais si déjà vous commencez à sortir de là pour aller de l'autre côté, donc bref, on voit déjà que cette insuffisance de sincérité et qui fait lésion dans la plupart du temps dans nos forces politiques ou dans nos plateformes politiques, ça les fragilise et ça fait qu'on n'est pas en mesure de porter des actions d'envergure pour notre nation, pour aller chercher cette stabilité sociopolitique et institutionnelle dont nous avons tous besoin, et militaires, et classe politique, et la société dans sa globalité, nous avons besoin de ça pour faire chemin dans une démocratie. Et du coup, M. Bokoum, les M5 auraient tué l'esprit M5. Les M5 auraient tué tout simplement la crédibilité de l'homme politique dans notre pays? Non, pas exactement, parce que le mouvement M5, comme il l'a dit, il est vraiment artificiel et il avait pour objet juste de faire chuter le régime. C'est pourquoi quand ils ont parlé de parachèvement à l'époque,
j'ai dit, oui, ils ont parachevé la mobilisation civilo-militaire pour déposer IBK. Mais il n'y a pas de cogestion, il n'y a pas un contrat de bonne gouvernance entre le M5 et, disons, les militaires. Parce que le projet était que le M5, dans sa configuration, n'avait pas une branche militaire qui avait pour objet de déposer Ibrahim. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par effraction, un autre groupe surgit avec lequel il n'y a aucune acquaintance avec le M5 RFP et qui prend le pouvoir. Maintenant, première démarche du CNSP de l'époque, c'était de dire, bon, on a pris le pouvoir, on s'en va. Alors, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un vide, parce que l'aile politique n'existait pas, ils sont revenus à des meilleurs sentiments, ce qui a permis effectivement d'aller à la captation du Premier ministre actuel. Donc, vous vous trouvez dans une configuration où, en faisant cette démarche, le message qu'ils ont envoyé au M5 RFP, c'était de leur dire, oui, nous avons parachevé un travail que vous, civils, vous ne pouvez pas faire. Et nous l'avons terminé, ce monsieur, nous l'avons déposé. Maintenant, pour gouverner, on fait comment? Ah non, ils ont leur projet, ils ont leur vision, ils ont leur façon de penser la gouvernance. Et cela n'a rien à voir avec le M5 qui, en amont, a été incapable de se mettre sur une structuration. Pour dire, parce qu'à l'époque, je me rappelle, EMK et tous les autres, quand nous les avons approchés pour leur dire, faites attention, parce que moi, je m'étais référé un peu au cas de l'URSS, où je dis, mais Gorbatchev a cassé l'URSS, il n'avait pas de modèle. Donc il y a eu une errance pendant une longue période avant que Poutine ne reprenne les choses et essaie de recoller les morceaux. J'ai dit, mais est-ce que nous, on va tomber dans ce piège? Les grands intellectuels que vous êtes, est-ce que vous allez accepter que la structuration, l'architecture institutionnelle tombe et que le pays parte à l'eau et ensuite, vous allez dire, on va se consulter pour trouver des mécanismes pour ressouder les morceaux. Donc, ça posait un énorme problème à ce niveau. Donc, quand vous regardez le M5 RFP, par rapport à sa configuration de base. Donc fondamentalement, elle ne peut pas survivre au coup d'État. Impossible. Comme il l'a dit, la logique aurait été effectivement que tous ces partis politiques se retrouvent ailleurs pour faire le combat politique au lieu de rester dans la coquille du M5 RFP. Donc aujourd'hui, vouloir maintenir le M5 RFP, mais il ne peut être que de façade parce que le combat politique, il est ailleurs. Parce que ce qu'il a édicté dans son analyse tout de suite, c'était que la demande fondamentale du citoyen, il faut que le politique apporte des réponses adéquates. Et les problèmes demeurent. Alors, donc, à un moment donné, quand vous êtes incapable d'apporter des solutions à la demande fondamentale du citoyen, ça veut dire que le système, il tombe. C'est inéluctable. Et ça, nous sommes dedans depuis bientôt une vingtaine d'années. C'est comme ça. Depuis 2010, nous n'avons pas arrêté de tirer sur la sonnette d'alarme. C'est le même problème. Ils n'apportent pas de solution. On repousse le problème en faisant du dilatoire. Ensuite, le même problème te rattrape. Donc, tu ne fais que gagner du temps. Mais le problème, il reste entier. Donc, c'est pourquoi, à l'époque, j'avais dit, mais il va falloir qu'on s'asseye. C'est ça aussi le rôle de la classe politique, de faire une analyse plus pertinente de la situation du pays. Il ne s'agit pas de juste faire des coalitions pour dire on vient au pouvoir ensemble et on se partage les gâteaux. Le problème, ce n'est pas ça. Au-delà du parti politique que je suis, c'est la nation qui prime. Donc, quelle est la vision globale que j'ai pour l'émergence du pays? Et voilà le point sur lequel les partis politiques doivent s'accommoder. C'était pourquoi à l'époque on avait dit au M5 RFP, le contrat social allait être le modèle. Si toutefois le M5 RFP avait pu se mettre d'accord sur un modèle de bonne gouvernance et on dit au peuple malien, voilà ce que nous avons pu concocter entre nous, nous sommes tous d'accord et voilà. En ce moment, le CNSP aurait été incapable de les dribbler parce que la population dans sa globalité, au-delà du mouvement d'ensemble d'humeur de faire chuter IBK, on allait avoir un programme bien structuré pour dire voilà comment on fait avec l'économie, voilà comment on fait avec la santé, voilà, et tout est ficelé et c'est clair et c'est net. Donc en ce moment, si le peuple le valide, naturellement, quelle que soit la personne qui va venir avec les armes, il sera obligé d'écouter le peuple. Alors qu'on s'est vu finalement avec le M5, avec je pense 10 points ou 17 points, qui était quand même quelque chose qui me rappelle quand même l'AEM du CTSP. Mais quand même pour des hommes politiques aguerris, qui ont autant de parcours,
Ce n'est pas sur cet élément de 10 ou 17 points qu'on doit s'attarder. C'était un système de défense de la nation qu'il fallait mettre en place. Donc c'est tout un ensemble du mécanisme de la gouvernance forcément économique, parce que à la base, toutes les demandes qui sont faites par les citoyens, mais c'est adossé finalement à quoi? Il a rappelé tantôt l'électricité. L'électricité, ça demande des grands moyens. La structuration de l'école, ça demande des grands moyens. L'emploi, jeunes ou femmes, ça demande des grands moyens. Maintenant, quel mécanisme économique nous avons pour pouvoir répondre? Parce que c'est là aussi fondamentalement, là où les dirigeants sont interpellés. Donc quand vous regardez le parcours, vous voyez à chaque moment, quand les dirigeants ont été confrontés à ce mécanisme économique qui n'est pas fonctionnel, et forcément le système tombe. Et là aussi, vous avez les leviers géopolitiques et géostratégiques de nos partenaires étrangers qui tirent sur les ficelles, qui décident soit de déverrouiller ou bien de verrouiller suivant leurs intérêts par rapport à l'orientation que prend le pays en fonction de certains hommes politiques. Mais j'aimerais rectifier quand même quelque chose rapidement, parce que quand ils fustigent les partis politiques, je pense que les partis politiques ne sont pas responsables, les gouvernants sont responsables. Parce que les partis politiques aujourd'hui, on est quoi? Peut-être 293 partis politiques. Alors, sur les 293 partis politiques, combien ont eu à gérer? Maintenant, on n'a pas eu le courage d'interroger et d'interpeller ceux qui ont eu à gérer. Quand vous regardez le parcours, tu n'as pas 20 partis politiques réellement qui ont participé à la gouvernance. Et ils ont fait quoi? À un moment donné, quand le pays a été pillé, on n'a pas été capable d'interpeller. Quand on a donné l'argent aux partis politiques pour leur dire qu'il faut aller à la formation citoyenne, à l'éducation citoyenne, aucun parti politique n'a été interpellé par rapport à cette mauvaise gouvernance financière. Donc à un moment donné, le problème ce n'est pas de dire qu'on n'éduque pas, le problème ce n'est pas de dire que ce sont les partis politiques, c'est trop facile, mais il y a eu des partis politiques qui ont géré et qui doivent être interpellés. À un moment donné, il faut aussi que cette classe politique soit assainie. Parce qu'il faut des partis politiques si on veut aller dans un modèle de gouvernance. Mais faudrait-il qu'on fixe les bonnes règles pour savoir qu'est-ce qui est la pourriture et qu'est-ce qui est la bonne graine qui peut effectivement permettre au pays d'émerger. D'accord. Alors vous avez tout le temps de réagir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu quand même cette grande problématique également qui s'est invitée dans le débat. En fait, d'un côté, pour certains, le M5 RFP devrait rester en fait cette force, cet esprit de veille, cette force de proposition, de contrôle de l'action gouvernementale sans être en fait dans le gouvernement. Et pour cette tendance-là, c'est là où le M5 allait être vraiment beaucoup plus efficace, à pouvoir même mettre la pression sur la transition qui allait débuter. Mais pour une autre tendance, en fait, les M5, après avoir étudié en fait toutes les lacunes du régime IBK, après avoir dénoncé, après avoir combattu ce régime-là, et après avoir eu gain de cause, ne pouvaient pas se permettre non plus le luxe de rester à côté, devraient vraiment entrer dans le gouvernement pour véritablement et imprimer sa marque dans la bonne marche de cette transition et même de l'avenir du pays. Pile ou face, quelle est votre position? Par rapport à la question, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'est pas facile dans le contexte malien qu'on mène des luttes jusqu'à un certain niveau et qu'on a l'occasion de ne participer au pouvoir, de se retirer. C'est pas facile. Politiquement, c'est pas facile, mais qu'on ait le courage, comme je le dis toujours, il faudrait qu'on trouve une structure d'évaluation des politiques publiques. Donc à ce niveau, les M5 auraient dû être extérieurs pour mieux évaluer l'action publique en cours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tant qu'acteur, tu ne peux pas s'auto-valider. Donc là, les difficultés peuvent surgir. À ce niveau, je peux revenir sur un peu l'historique, parce que les M5 qui nous ont dit qu'il y a eu un pacte non écrit entre les CNSP pour la gouvernance, donc c'est l'aile politique. Et aussi ce qu'on peut retenir aussi de cette cohabitation, que les acquis de la transition seraient indissociables des acquis du M5 à travers les recommandations et les points. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment? Est-ce que le peuple a un autre garant qui peut évaluer, qui peut avoir la même capacité de mobilisation que le M5 datant? Je dirais non. Donc c'est la vie que le M5 a péché sur ce point. Maintenant, quant à l'IT et parachever et avoir un pacte de partenariat pour la gestion des affaires publiques, ce qui va amener à dire que le M5 en réalité ne visait que le pouvoir politique, techniquement. Mais à ce jour, si on demande le citoyen lambda, les observateurs diront que le M5 aurait dit ne pas participer à la gestion pour jouer le rôle de la neutralité, le rôle d'observateur libre. Des gendarmes. Des gendarmes, ouais. Précises pour l'éveil de la citoyenneté. Et mesurer l'impact de chaque action et à un moment donné dire non, en réalité ça ne va pas dans le pays. Il fallait
c'est M5. Maintenant, est-ce que ce M5 à l'état tel peut? Non. Le M5 est comptable de ce qui se passe. Le M5, à un moment donné, comme je l'ai toujours dit, a trahi le peuple malien parce qu'on croyait au M5, on croyait à l'esprit de Bagui, qui existe que le M5 est là pour le bien-être social. Mais en réalité, le M5 a montré au peuple malien que durant les 4 ans, c'était que des querelles intestines et des querelles de personnes et des querelles pour la conduite de la transition. Mais quand on prend leur stratégie mise en place par le CNSP, je pense qu'on n'a pas besoin du M5 pour diriger le Mali. Il y a autre partie de la société civile, autre partie, autres hommes capables de diriger le Mali. Parce que le M5, déjà, à mon avis, a déjà perdu sa crédibilité. Parce qu'on se voyait tous les jours les 3 tendances là, qui existent. Ils se sont dit des choses même que nous on ignorait. Ils sont rentrés en profondeur de ce que nous on s'attendait. De certains dossiers qu'ils auraient dû se taire. En réalité, le M5 aujourd'hui n'est que le visage des partis politiques. Comme le doyen dit, ne pas parler des partis politiques. J'ai dit que les partis politiques ont péché parce qu'ils n'ont pas de projet de société. À plus fortiori, je peux l'admettre, il y a certains partis politiques qui peuvent être licites, avoir des projets de société qui sont là par conviction, qui font de l'éducation citoyenne, mais la plupart des partis politiques, une fois qu'on leur donne le pouvoir, ils n'arrivent rien à... Ils n'ont même pas de vision à long terme. Comme je l'ai dit, c'est comme le cas du Sénégal avec le PASTEF. Qu'est-ce qui a fait la force de Sonko et de Diomaye? Parce que moi, ils avaient un projet de société auquel les Sénégalais ont cru. Et c'est grâce à ce projet de société qu'ils sont aujourd'hui qui sont aux affaires. Mais quel est le parti politique malien qui a un projet de société qui est connu par ses propres militants d'abord, à fortiori les autres partis politiques? Donc au lieu de se lancer dans la guerre, moi je suis de M5, toi tu n'es pas de M5, est-ce que le M5 a seul le droit d'être aux affaires aujourd'hui? Je dirais non. Le Mali actuel a besoin de tout le monde. On peut faire l'appel à toutes les compétences techniques, professionnelles, même politiques, pour que le Mali puisse aller vers une transition plus courte que possible. En tout cas, M. Diarra, récemment nous avons vu un mémorandum du M5 tendance Choguel, alors qui est critique, vis-à-vis de la gouvernance, vis-à-vis de la transition, ce qui du coup a amené l'opinion nationale à se poser cette question ou ces questions, quels sont les acquis en fait du M5, quels sont les échecs du M5, quelles sont les responsabilités du M5 dans la poursuite de cette transition depuis la période de dite rectification. Alors merci Dissa, je reprécise 2 choses. J'ai dit M5 en tant qu'esprit, personne ne peut l'enlever parce qu'il n'appartient à personne et il demeure toujours. Chaque fois qu'il y a mauvaise gouvernance, il est en face cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il peut avoir un autre nom, une autre... Exactement, exactement. Le M5 donc de corps, ou des noms que nous connaissons avec le comité et tout ça, je pense qu'il est fragilisé, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Chaque fois dans le contexte actuel que le M5 est en train de vivre ce qu'il vit, ou que le M5 va même vivre pire, il n'y a rien à faire, on sera toujours dans une instabilité sociopolitique. Et c'est absolument clair. Et ça n'arrange personne. Ça n'arrange les autorités, ça n'arrange pas les autorités de la transition, ça n'arrange pas le peuple du Mali. Simplement pourquoi? Parce que on va rester toujours dans des guerres politiques, politiciennes, et qui ont des ramifications, mais vraiment qui peuvent aller se retrouver jusqu'autour effectivement des autorités, ou même parfois des parties des autorités peuvent prendre part à ces guerres-là. Et donc nous gagnerons beaucoup plus à comprendre que oui, ce M5-là, il ne s'agit pas en fait de, comment dire ça, voilà, en fait de, comment dire, je veux dire, il ne s'agit pas en fait de, voilà, de le faire disparaître. Et je ne pense pas que ce n'est pas une bonne réflexion. Il s'agit plutôt d'abord au sein du M5 de travailler à retrouver les esprits du moment où eux-mêmes ils n'arrivent pas à se départir en fait de cette coquille, comme le dit Dr Bokoum. S'ils veulent rester dedans, ça a d'abord eux. Je pense que c'est extrêmement difficile dans le contexte actuel, vu jusqu'où ils sont allés. Mais je pense qu'il est extrêmement important que le M5 ait une autre alternative. Cette alternative qui consisterait pour toutes les parties, que ce soit la première partie qui est partie, juste je vais aussi toucher à ça pour répondre un peu, pour moi, rester veille stratégique dans ça,
ce n'était pas du tout approprié, ce n'était pas une bonne approche politique. Vous vous êtes battu pour qu'il y ait un changement. S'il y a un changement, vous devez être les premiers à pouvoir dire nous soutenons ce cadre-là, nous travaillons à ce qu'on avait. En tout cas, même si ce n'était pas structuré, il y avait une vision qui était là. Même si ce n'était pas structuré, il y avait une aspiration qui était là. Même si ce n'était pas structuré, en fait, les demandes sociales en face étaient connues. Donc, il fallait simplement se mettre en ordre pour pouvoir les aborder. Ça, c'est quelque chose de... Pendant ce temps-là, tu ne peux pas dire je me mets à l'écart et je vais faire de la veille et qui va faire ça aussi à ta place. Non. C'était ça la problématique. Voilà, donc ça, c'était pas une bonne chose. Mais une fois que vous acceptez d'être dedans, c'est qu'il y a la sincérité qui devient le moteur en fait, qui devient, si vous voulez, l'aiguille en ce moment entre vous. Vous devrez être sincère. Au-delà de la sincérité, vous devez en ce moment travailler sereinement. Donc, à aller vers cet objectif-là, même si vous ne l'avez pas initialement, en tout cas, à structurer une vision, à structurer des approches face déjà, en fait, aux problèmes ou aux problématiques qui sont connues et qui étaient toujours là en face. Donc, je pense que c'est cette option-là qui était là, mais c'est la sincérité qui a manqué. Parce que simplement cette sincérité a été entachée par l'ego des gens. Cette sincérité a été entachée simplement parce qu'on est toujours dans un mouvement démocratique, on est encore avec, je ne sais pas quoi, des régimes militaires. Oui, Moussa Traoré a fait ceci, et Moussa Traoré devait faire cela, et le Premier ministre Choguel est là, et le mouvement démocratique est là. Le mouvement démocratique nous rappelle, nous ressasse chaque fois 91 dictatures, et ainsi de suite, des choses comme ça. Les gens sont restés seulement dans une question d'ego liée à des choses là qui s'éloignait de plus en plus en fait des aspirations légitimes qui étaient en face. Et donc ça reste toujours maintenant sous une autre forme. L'autre forme là qui est là, on nous dit bon, les militaires c'est eux la solution, non, la classe politique, comme on est en train de faire, la classe politique, c'est elle tous les problèmes depuis ces 30 années là. Non, écoutez, on ne peut jamais aller dans un modèle de démocratie quel qu'il soit sans que vous ayez effectivement une classe politique qui est responsable, moralisée, qui en est véritablement la motrice ou le moteur, si vous voulez. Et c'est à cela qu'on travaille. On ne peut pas travailler en cela en disant simplement que je vais changer les hommes. Il ne s'agit pas de changer les hommes, il s'agit effectivement de changer la structure, de faire évoluer l'architecture de manière à ce que les dispositions donc, que vous mettez en place pour moraliser en fait la chose politique permettent à ce que nous ayons des hommes de qualité, que nous ayons des activités de qualité qui vont dans le sens de cela. Donc pour revenir effectivement à cette question-là, pour moi, il était vraiment très intelligent. Ce qu'ils ont fait effectivement de prendre la mesure et d'avancer dedans, il leur a manqué de la sincérité. Ça fait aujourd'hui qu'ils sont dans cette crise profonde et je pense qu'ils gagneraient mieux en tant que politique à sortir très rapidement. Je ne sais pas comment, parce que je sais que c'est encore très difficile, mais je ne sais pas comment ils doivent trouver les solutions pour sortir de là. Ça ne sert à rien d'avoir un M5 avec Malick Roy et puis un M5 et puis on dit tendance Choguel et puis on dit M5 tendance Moutara et tout ça. Mais comment on peut faire de la politique pendant 30 ans, pendant 40 ans, je ne sais pas combien d'années, on est assis comme ça et puis on veut mobiliser les gens autour même de ces titres-là déjà. Parce que même ces appellations-là déjà, l'accepter et vouloir faire de l'activité politique dedans, pour moi ce n'est pas suffisamment ambitieux par rapport à son pays. Donc juste pour sortir de cette question-là, je pense que nous devions aujourd'hui veiller à ne pas du tout faire en fait un distinguo entre militaires et classe politique. Nous devons travailler à une démocratie fondée sur une classe politique qui est responsable. Nous avons les moyens de faire ça. Et le premier moyen, c'est simplement les populations. Nous pensons que les populations doivent rester debout parce que toute démocratie doit être fondée, doit avoir son ancrage dans la légitimité en réalité. Et pour trouver cette légitimité-là, aller interroger en fait nos valeurs sociétales, aller interroger en fait ce que je vais dire là, nos autorités coutumières et traditionnelles, nos autorités religieuses. Je le dis chaque fois je le dis simplement parce que je sais que c'est ça le tissu qui permet d'avoir une société solide, ancrée sur nos valeurs sociétales et qui va en ce moment à la recherche d'un modèle démocratique que nous avions déjà à travers Kouroukan Foukan et autres déjà. Donc je vais simplement dire que le peuple doit rester debout, mais nous avons un peuple pour la plupart du temps intéressé, peu sincère, excusez-moi de dire, mais face aux opportunités, nous avons notamment la jeunesse. La jeunesse, elle est tellement forte dans ça, face à des opportunités, à des tremplins et tout ça, on oublie toute idéologie, toute conviction par rapport effectivement à ce que je peux avoir comme, si vous voulez, vision politique, comme vision, en tout cas personnelle même, mais qui ne soit pas fondée simplement sur des valeurs intrinsèques de travail et de bravoure. Peut-on parler d'acquis, peut-on parler d'échec, peut-on parler de responsabilité du M5? Moi, je pense qu'aujourd'hui,
disons clairement qu'il y a des acquis. Et c'est pour cela, souvent moi-même, déjà après la reprise de Kidal, j'ai compris simplement que les esprits ont beaucoup plus changé maintenant pour aller en fait dans comment s'organiser pour continuer avec le pouvoir. Mais je jure en tout cas devant moi que, devant Dieu que les acquis pour moi, ils sont énormes en réalité. Et ils sont tellement énormes qu'ils doivent être protégés. Et pour les protéger, je ne pense pas que c'est en restant dans des calculs politiques, politiciens, comme le font maintenant nos autorités, et dans les deux tendances, que l'on parle donc des autorités militaires, que l'on parle en fait de leurs partenaires M5 RFP, dans leur ensemble, les gens ne sont que dans des calculs aujourd'hui. Ce que nous devrions comprendre, ces acquis fondamentalement, c'était quoi? Disons d'ordre sécuritaire, qui est extrêmement important, même si on ne peut pas dire que c'est une année ou 2 années qu'on en arrive à bout. En fait, la question n'était pas acquis de la transition en tant que telle, mais du M5. Ah, du M5. Oui, du M5. Oui, parce que le mémorandum... Mais les deux là ne sont pas, à mon avis... En fait, la question, pourquoi? Parce que le mémorandum est sorti comme, en tout cas dans l'opinion nationale, en tout cas, quand nous suivons ici et là les gens qui se sont prononcés sur ces mémorandums, alors il a sonné dans la tête des gens comme si ce qui a marché c'est M5, ce qui n'a pas marché n'est pas M5. C'est comme ça que beaucoup de gens ont interprété. C'est pour ça que je vous pose à vous. C'est une mauvaise lecture. Si on lit ce mémorandum-là, on voit d'abord que les acquis énormes sont listés. Il y en a au moins entre 10 et 15 comme acquis substantiels que le mémorandum a d'abord reconnus. Mais du moment où cela est reconnu, pourquoi ils l'ont reconnu? Ils l'ont reconnu dans ce mémorandum-là, en tout cas ça c'est ma lecture, mais eux-mêmes en connaissent les motivations en mettant ces textes-là. Mais en disant ça, ils ont dit, dans ce cadre-là, le partenariat était là. C'est-à-dire qu'il y avait de la sincérité entre eux en ce moment-là, parce que ça chauffait pour tout le monde. Donc les gens se sont donné la main là-bas. Clairement, c'était en bonne entente. Ça veut dire que ces acquis-là, le M5 RFP fait partie de ces acquis-là, indépendamment de sa forme disloquée, mais de par son nom, fait partie de ces acquis-là. Mais l'autre élément... Quand il y avait la sincérité. Il y avait de la sincérité. Sauf que le mémorandum ne nous aide pas à savoir depuis quand il n'y a plus la sincérité. Non, le mémorandum ne permet pas de dire en fait le début du système, là ça ne le dit pas. Depuis le départ. Voilà, ça le départ. Non, mais quand on dit depuis le départ, on peut le dire quelquefois d'ailleurs quand ils disent par exemple que quand le mémorandum dit, quand le mémorandum dit que sur des questions majeures, moi je vais aller chercher l'origine là-bas, des questions majeures parmi lesquelles on a cité d'autres, notamment la crise d'électricité, ça a été cité, pour dire que sur ces questions majeures, et d'ailleurs le PM l'avait dit aussi publiquement, que sur ces questions majeures-là, ils n'ont pas été associés. Donc ça, je peux comprendre qu'en ce moment on dit que c'est ça l'origine par exemple, mais moi je ne saurais dire exactement c'est à partir de quelle action précise qu'ils ont constaté eux-mêmes que en fait il n'y a plus de sincérité entre eux par rapport à ce pacte qu'ils ont mentionné. Mais ce qui est important de dire, c'est seulement souligner qu'il y a une insuffisance de sincérité qui a été mise en lumière par le mémorandum, mais en même temps, le mémorandum de ce que j'ai lu exprime effectivement la volonté de continuer donc ce partenariat sur la base de la sincérité que eux ils ont jugé ou que le mémorandum a jugé qu'il était en train simplement donc de s'effriter. Et de ce point de vue-là, je me dis, ça ouvrait la voie, à mon avis, à des discussions sincères entre les parties concernées, quitte à ce que c'était l'occasion de recoller quelque peu les morceaux au sein du M5 RFP pour permettre à ceux qui nous ayons une stabilité politique qui accompagne en fait les autorités de la transition et permettre à ceux que le pays rentre progressivement dans la stabilité. D'accord. En tout cas, un mémorandum de la rupture, hein, pour beaucoup, vu que les signataires du mémorandum en question va se faire arrêter. D'abord, le M5 n'est pas le chantre de cette révolution. Il y a de la manipulation dans ce mémorandum. Parce qu'en réalité, le M5 RFP avait pensé que le pouvoir était leur chose. C'est ça la réalité. Pour avoir contribué à faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta, il fallait à un moment donné qu'il soit consulté sur toutes les questions et que cela fonctionne concomitamment. C'est pourquoi j'ai parlé de co-gouvernance. Il n'y avait pas un contrat de co-gouvernance. Il fait allusion à un pacte secret. Donc il a dit, tout le monde ignore la substance, tout le monde ignore le contenu. C'était une volonté du M5 et ils ont cru lire entre les lignes quand ils ont parlé de parachèvement que, oui, de facto,
oui, c'est nous qui avons fait le gros du boulot, vous êtes venus juste parachever, donc vous nous êtes rédevables. Voilà l'architecture fondamentale. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas sous cette forme. C'est archi faux. Parce que c'est l'ensemble du peuple malien qui a contribué à ce changement. Chacun à sa façon. Ceux qui ont marché dans la rue, ceux qui n'ont pas marché. Tout le monde a souhaité que les choses changent. C'est ça la réalité. Maintenant, qu'un groupe se soit réuni pour porter le combat était une bonne chose. Mais jusque là où ils ont échoué, c'est cette incapacité d'articuler les revendications fondamentales et le structurer en modèle de gouvernance. Donc, dès lors que cela n'existe pas, le pacte auquel ils font allusion ne peut pas exister. Parce que ça veut dire que vous venez me dicter quelque chose qui n'est même pas sûr à l'avance. Parce que pour que vous puissiez gérer la citoyenneté et la veille, il faut qu'il y ait en amont un document bien ficelé dans lequel je vais dire « Ah, Bagui, tu as lâché, tu as avancé. » Et voilà. Et j'ai nécessité un travail d'ensemble. Collégial, ce qui n'a pas eu lieu. Donc, à aucun moment, tu ne peux être à la veille et pour contrôler. Donc, de facto, le M5 ne peut pas prétendre jouer ce rôle. Et l'autre chose, aujourd'hui, qui a intérêt à ce qu'une opposition structurée fasse le ménage? Vous avez le M5 RFP qui s'était positionné pour faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Il est tombé. Et vous voulez que la tendance, si vous voulez, Choguel organise le M5 RFP pour qu'il soit fort, pour qu'il vienne l'avaler? Ou est-ce que vous voulez que le M5 soit fort pour freiner les militaires du Cher? Dans les deux cas, ça ne marche pas. Personne ne va faire ce travail technique et scientifique pour que la tendance, soi-disant de Choguel, est un grand M5 bien structuré qui peut dire aux militaires non, arrêtez, stop, faites ça. Et de l'autre côté, les militaires ne favoriseront pas non plus l'émergence d'une structure qui est capable de leur dire arrêtez là. Non, mais le citoyen est toujours là, celui qui veille. Et c'est là où son idée est très intéressante. C'est l'idée de la revendication qui est en sourdine en chacun d'entre nous. Chacun attend à ce que les choses évoluent. Oui, on a fait la guerre, on a gagné, mais maintenant, le reste des choses, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc, fondamentalement, on a un soubassement économique qui est malade. C'est le pilier économique qui est malade. Parce que quand tu prends la structuration de la gouvernance, tu as l'aspect de la défense militaire, dont il a parlé tantôt, où il y a eu beaucoup d'avancées. Mais quand tu prends le pan économique, qui est en réalité le socle de l'ensemble de tous ces mécanismes, qui permettent de stabiliser, d'arrêter les frustrations, d'aller même à la distribution d'une bonne justice, ça, c'est l'économie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui perdent leur emploi, des jeunes qui sont désemparés. Et vous avez l'éducation même, parce que quand il a parlé tantôt des partis politiques, mais l'éducation c'est à l'école. Il y a longtemps qu'on a enlevé l'éducation citoyenne de l'école, la morale, l'éducation civique, on a banni tout ça. Les valeurs morales auxquelles a fait tantôt mon frère, sociétal, les valeurs éthiques et morales, ont carrément foutu le camp. Donc on a un souci réel. Donc s'il faut restructurer tout ça, et comment il faut le faire? Donc il va falloir à un moment donné réinterroger tous ces mécanismes. Et là aussi, l'État est interpellé parce que c'est trop facile de dire on revisite nos valeurs, on s'adosse par exemple aux légitimités traditionnelles. Mais ces légitimités traditionnelles, même aujourd'hui, quand tu les interroges, ils ne représentent plus les valeurs éthiques que nous avons connues. Vous prenez un chef de village, c'est un menteur, c'est un voleur, il vend les terres. Vous prenez un marabout qui est censé être l'autorité morale, il est malhonnête. Vous prenez le côté de l'entrepreneuriat, vous prenez le chef à qui vous avez confiance, il est malhonnête, c'est un voleur. Vous prenez le chef de famille qui doit être le symbole de cette dignité de la famille, lui aussi, il est malhonnête. Crise des valeurs de symbole. Exactement. Donc, il va falloir, à un moment donné, s'asseoir et dire quel est le contenu réel. Par exemple, quand je prends la notion d'amitié, parce qu'avant, quand vous partez à la maison, on vous demande, vous dites que Dissa est votre ami, 2 ou 3 jours après, si on ne le voit pas, mais tu es interpellé par ton père pour dire, mais comment? Ça veut dire que tu n'as pas compris la notion d'amitié. Comment tu fais perdre 72 ans sans m'amener Dissa chez moi? Mais il y a un problème. Donc, chaque élément, chaque mot a une substance et un contenu et une exigence. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on dit, je suis ton ami, sans comprendre, c'est quoi, ou je suis ton branquet, sans comprendre ce que ça veut dire. Donc, tout ça regorge de très grandes valeurs sur lesquelles il faut travailler de façon scientifique. Et en ce moment, on exige de chacun d'entre nous d'être dans le moule de ces valeurs. Parce qu'aujourd'hui,
toutes les personnes que je peux prendre comme référentiel ne représentent pas réellement les valeurs qu'ils sont censés incarner. Donc on a un vrai déphasage entre ce que nous disons dans les mots et la substance réelle. Tous en tant qu'intellectuels, nous recherchons aujourd'hui, parce que nous avons compris que le modèle occidental ne répond pas, parce que tout ce que nous allons faire, nos textes de loi, notre façon de gouverner l'économie, tout ça, si nous ne nous adossons pas sur ce que nous sommes, parce qu'il faut que nous revenions. Mais là, vous me permettrez de vous relancer. Et très bien. Justement, tout ce que vous évoquez ici appartient quand même à un grand chantier qui est cher au M5 RFP, la refondation, les Malicouas. Quel est votre regard alors finalement sur ces chantiers-là tels que conduits par les M5? Mais attention, c'est à cela maintenant que je pense. Non, c'est pas le M5. Le M5 ne conduit absolument rien. Le M5 n'existe pas. C'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'en réalité, les éléments qui sont dans le M5 sont dans un gouvernement. Ok? Donc, le leadership n'est plus le M5. Le Premier ministre n'est pas le leader du gouvernement. Il y a un chapeau qui est le président, le chef de l'État, qui impulse toute cette dynamique. Et le Premier ministre est un simple exécutant. C'est pourquoi il y a un dysfonctionnement entre le M5 et le Premier ministre. Parce qu'on suppose qu'il doit exécuter quelque chose. Mais quelque chose qu'on ne lui a pas donné en réalité, parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Alors, s'il y avait un deal réel entre le M5 RFP et le président de la République, en ce moment, l'architecture aurait permis de dire que le président prend le mémorandum ou tout ce que vous voulez du M5 RFP et l'impose à son Premier ministre pour aller à l'exécution. Ça permettrait effectivement tous ces gens qui sont dans le M5 de pouvoir avoir une visibilité, de pouvoir contrôler est-ce que leurs aspirations ont été prises en compte, oui ou non. Mais il ne s'agit pas des aspirations du M5 en réalité, il s'agit de la nation. Donc il faut faire le distinguo. Donc quand on rentre dans l'architecture de la gouvernance actuelle, le Premier ministre n'est qu'un exécutant. Donc tout est géré à partir de la superstructure. Donc fondamentalement, il y a un désamour entre le Premier ministre aujourd'hui et l'entité dans laquelle il avait milité par le passé, parce qu'on pense qu'il est capable de faire ceci. Donc il y a des attentes, il y a ceux qui attendent des postes ministériels, il y a ceux qui ont été frustrés parce qu'ils estiment qu'ils ont été débarqués, mais en réalité, c'est pas le Premier ministre qui commande le bateau. Il y a quelqu'un d'autre qui commande le bateau. Donc c'est là le dysfonctionnement. Donc quand vous regardez dans le fond, le travail de fond qui a manqué fait qu'effectivement tout le reste s'écroule. Ça ne tient pas la route. Parce que le M5 déjà à la base avait pensé que le pouvoir les appartenait. C'est pourquoi ils parlent de leur pacte secret. Mais en réalité, ils ne sont pas au contrôle du pouvoir qui est détenu par les militaires. Donc, je pense que fondamentalement, il faut qu'on fasse le distinguo, ce désamour qui existe entre le Premier ministre et le M5, et le M5 aujourd'hui qui ne contrôle absolument rien et qui n'est pas en train de gouverner quoi que ce soit. Même si, de façon figurative, certains éléments du M5 font partie du gouvernement, mais ce n'est pas eux qui décident. Parce que la réflexion stratégique n'est pas de dire qu'il y a un programme, par exemple, quand vous prenez à l'époque, il y avait l'imam Oumarou ou quelque chose comme ça, il n'y a pas une réflexion stratégique mise à la disposition de Oumarou pour l'amener dans le gouvernement et on dit vous exécutez et l'autre contrôle. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de quelqu'un qui a juste occupé un poste et ensuite il suit l'architecture globale qui lui est imposée par le système. Et quand on n'a pas eu besoin de lui, on l'a remercié tranquillement. D'accord. Voilà. Et Dr Touré, et vous, quelle est votre lecture de cette situation relative au mémorandum? Est-ce que le M5 RFP, tendance Choguel, est dans son rôle de revenir dans le clash comme on le voyait le faire du temps de Banda, ou est-ce qu'il est vraiment dans son rôle, c'est M5 RFP? Si oui, pourquoi? Et surtout, dis-nous en ce moment, pourquoi avoir tardé à le faire? Sinon aussi, pourquoi? Par rapport à ce mémorandum, on peut retenir quelques points, parce que à la première lecture, le mémorandum renferme des points tels que ça peut annoncer un divorce, des griefs de mécontentement, compte tenu du pacte secret dont on ne dispose pas de contenu. Et aussi, c'est que le mémorandum montre qu'il y a eu des acquis. Le mémorandum soutient la continuité du partenariat et surtout le maintien du Premier ministre dans l'action gouvernementale. Et d'un point de vue large, le mémorandum peut aussi noter que le jeu peu solidaire entre les acteurs de l'appareil étatique, le jeu peu solidaire entre les institutions de la République. Et à mon avis, ce mémorandum est communicationnel et informationnel et plutôt stratégique que politique. Parce que s'entend qu'il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de mécontentement au sein de la société par rapport aux difficultés qui continuent, l'eau, l'électricité, etc.
Donc il fallait au moins à un moment donné dire que nous on n'est pas responsable. Au cas où les choses vont se compliquer, que le M5 dit que lui il n'est pas responsable de ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné il était impliqué, mais aujourd'hui ils ne sont plus impliqués. Et là il s'est reconforté par le doyen Bokoum, le premier ministre est là mais il ne gouverne pas. Parce que comme l'a dit la nation, et l'architecture actuelle, seul le président de la transition a l'attitude de gérer les actions. Et souvent même ne pas rendre compte au Premier ministre. Parce que c'est la façon dont les choses se gèrent. Mais donc, quand on sort même les dossiers en fait des martyrs des 10 ou 11 oui, juillet 2020, ne sommes-nous pas finalement dans la surenchère? Non, c'est pas dans la... Ça aussi c'est stratégique parce que le M5, il y a eu des attaques contre le M5, tendance à dire qu'ils ont oublié les victimes, n'ont pas été dédommagées, il n'y a pas eu de poursuite, l'action judiciaire... Parce que le M5 quand même a eu 3 ans pour faire de ce dossier-là son cheval de bataille. Pourquoi attendre maintenant pour nous sortir ça? Pourquoi attendre? Parce que c'est l'occasion de l'entroi de la rectification. Parce qu'il faudrait comprendre que le mémorandum en tant que tel a été une activité politique qui parle de l'entroi de la commémoration de la gestion du pouvoir. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'il y a des malaises au sein du gouvernement, il y a des malaises au sein de la société, qu'il fallait à un moment donné dire qu'en réalité ça ne va pas. Et dire que ça ne va pas tardivement pour d'autres, et ça ne réconforte pas le public. Parce que pour d'autres, c'est comme jouer à l'arroseur arrosé, attendre 3 ans pour parler. Mais moi, je pense que le mémorandum, tel qu'il a été écrit, ne peut être qu'une activité politique. Mais au-delà de tout ça, il y a eu des manquements dans le référendum. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action judiciaire qui est en cours contre le signataire. Bon, là, je comprends un peu, parce qu'on ne peut pas être juge et maître à la fois. C'est comme ce que j'avais dit au départ. Quand on gouverne, on est comptable de ce qui se passe. Et quand publiquement on dit qu'on n'est pas comptable, là, ça amène à des tensions internes. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que nous attendons au niveau du peuple, au niveau de la population? C'est que la situation actuelle nous désole. Ça ne nous réconforte pas, ça crée plutôt un pessimisme au sein de la population qui attendent mieux que ça. Qu'il y ait des querelles entre le CNSP et le M5 ou des querelles entre les autorités de la transition, parce que le peuple attend mieux. Le peuple a vraiment besoin des solutions urgentes face aux difficultés. Et ce que le peuple veut surtout comprendre, Dr Touré, au nom de quelle logique? Alors, le M5 qui n'est, à travers le mémorandum, n'est pas d'accord avec tant de choses, ne démissionne pas. Oui. Et au nom de quelle logique? Alors, le CNSP aussi, qui voit être critiqué dans sa gouvernance, ne fait pas démissionner le M5. Au nom de quelle logique? Le peuple veut comprendre. Chez l'un et comme chez l'autre, on répond de quelle logique ici? C'est la logique du partenariat secret dont on ne va pas dire. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer? Parce qu'en réalité, la gestion du pouvoir, souvent, ce n'est pas des questions d'humain. C'est comme souvent, même si on ne s'entend pas, qu'on fasse que tu fais mon affaire et que nous sommes en politique. Parce qu'en politique, le partenariat entre le CNSP et le M5, ce n'est pas politique, mais c'est stratégique. Stratégique pour la gestion du pouvoir. Mais attendons voir, parce que la façon dont les choses évoluent, il y aura toujours un changement qui peut venir à tout moment. Parce qu'en réalité, le peuple a ce qu'on appelle la patience, la résilience. Les gens souffrent, mais personne ne dit mot. Or, en réalité, on assiste plutôt à des propositions de solutions que des querelles intestines. Maintenant, pourquoi les deux ne réagissent pas? Parce qu'en réalité, ils ont leur pacte, leur partenariat stratégique, parce qu'à ce jour, le M5 qui est au pouvoir fait la fête des militaires, et les militaires aussi fait la fête des M5. Maintenant, celui qui va démissionner au nom de quoi? Pour aller où? Parce que tous deux ont pour motif la gestion, le bien-être du peuple. Parce que chacun, quand les militaires sont là pour le peuple, les M5 sont là pour le peuple. Maintenant, dès qu'on n'est plus en phase de gouverner, là ça devient très compliqué. Par expérience. Alors, M. Diarra, l'arrestation du signataire de ces mémorandums n'est pas passée sous silence. Beaucoup de gens se sont posés énormément de questions à ce niveau-là. Les gens ont posé la question sous forme de rupture. Est-ce que ça signifie une rupture entre le CNSP et le M5 tendance Chogol? Mais ce n'est pas comme ça que je la poserai. Je vous poserai tout simplement à vous la question de nous dire quelle signification cela a-t-il pour vous. D'abord, dis ça pour... Ma préoccupation, c'est de comprendre d'abord qui l'a arrêté. Et après, on nous dit ce qu'on a pu lire. Hein. On dit qu'il est arrêté pour atteinte au crédit de l'État. Quels sont les points spécifiques dans lesquels, effectivement, c'est jugé que c'est atteinte au crédit de l'État? Je n'en sais rien. Mais ce que je vais dire là, ça dit qu'il y a beaucoup d'informations qui nous manquent.
en tout cas qui me manque en tant qu'analyse politique là-dessus. Mais ce qui est à la lumière, c'est qu'il y a un malaise. Et pourquoi il y a un malaise? C'est clair parce qu'il n'y a pas de sincérité. Et je pense qu'il y a certains points sur lesquels je veux... Pour moi, c'est ce qui fait un lien avec le manque de sincérité que je suis en train de constater là. Quand on dit par exemple que les militaires ne sont pas en fait redevables au M5, ou quand on dit que c'est le M5 vraiment qui n'est pas au cœur de tout ça, quoi qu'on dise, on ne peut pas enlever que c'est pendant 2 mois, et sinon plus, que ce sont des mouvements politiques, des activités politiques, mais on peut inclure la société, mais le leadership était effectivement porté par des acteurs politiques et aussi des acteurs religieux. Donc tout ça qui se retrouve là, et tout se retrouve sous ce M5 là, et c'est à la fin effectivement qu'on arrive à l'intervention des militaires. Mais dire après que oui, c'est ce M5 là, quelles que soient en fait les dislocations en interne, qu'on fait comme si ça dit qu'ils n'ont pas droit au chapitre, ça contribue effectivement à intensifier le manque de sincérité entre ces deux acteurs-là, qui ne devraient pas être 2, mais plutôt 1, simplement sur une courte durée qui est la transition, pour nous permettre d'arriver à la normalité que nous-mêmes nous avons décriée avec eux, parce qu'il y avait beaucoup d'insuffisance en amont. L'autre chose, la question qu'on pourrait se poser, lorsqu'on dit que c'est le président qui aujourd'hui a la primauté de tout ça, est-ce que c'est déjà effectivement la nouvelle constitution qui serait donc en marche dans ce cas de figure-là, où le maximum du pouvoir effectivement est entre les mains du président? Mais même si cela est, je pense que faire fi déjà de l'histoire, mais toute récente là, faire fi de ça va contribuer à approfondir le fossé entre effectivement le M5 RFP et en fait les autorités militaires. Autre chose, si vous avez constaté, quelles que soient les 3 tendances, est-ce que vous avez vu une des tendances s'attaquer effectivement au régime militaire? Jamais. Donc ça veut dire quelque part qu'au moins, c'est-à-dire que quelles que soient les tendances M5 RFP, le corps est resté dans une logique de soutien effectivement aux autorités, aux autorités militaires. Et donc c'est pour cela que j'ai dit, oui, la réalité du pouvoir est entre les mains des autorités militaires aujourd'hui, en même temps que la stabilité sociopolitique, au-delà du M5. Vous voyez bien ce qui arrive avec la classe politique, ce qui est en train d'arriver. Il y a trop de dissensions. Moi, mon point, c'est d'abord aux autorités militaires et encore aux autorités de la transition plus précisément, de travailler à la rigueur des lois, je suis d'accord, mais à la stabilité sociopolitique et institutionnelle. C'est extrêmement déterminant. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on n'offre pas cela, et cela, ça se fait avec un dialogue sociopolitique permanent et structuré. Mais convenons-nous, est-ce que nous voyons ce dialogue social et politique structuré qui permettent dans une architecture à ce que nous ayons en fait cette stabilité sociopolitique et institutionnelle, nous permettant effectivement donc de soutenir les acquis qu'on a dit tout à l'heure. Et donc juste pour finir là. Mais du coup, que faites-vous des ANR et du dialogue intermalien? Et les ANR et le DIM, oui. Vous savez, ce sont tous effectivement des dialogues, mais c'est des dialogues ponctuels en réalité. C'est-à-dire que même quand on va... Voilà, donc ponctuel et populaire, j'allais dire ça un peu dans la structuration, mais en réalité qui viennent juste pour un temps faire un retour sur ce qu'on a, essayer donc de voir les meilleurs moyens pour les capitaliser. Mais le dialogue sociopolitique permanent dans une architecture structurée permet effectivement de mettre en œuvre progressivement cela dans un climat social et politique apaisé, parce qu'il va de l'inclusivité, il va y avoir de l'exemplarité, il va y avoir de la transparence et tout ça. Nous savons où nous sommes en train d'aller et chacun a un rôle à jouer dedans, comment ça se fait, ainsi de suite. C'est comme cela qu'on sort très vite d'une transition. Le point sur lequel je voulais insister, le Mali n'a nullement intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait une distinction entre militaires et forces politiques. Nous n'avons aucun intérêt dedans. La réalité du pouvoir, oui, encore je le dis une fois, c'est entre les mains des militaires, mais les militaires gagneraient à contribuer à la stabilité. Et c'est pour cela que j'avais aimé la dernière intervention du président du CNT. Quand lui-même, il disait, même pour des acteurs publics qui ont une action publique, il leur disait d'avoir de la retenue en fait quand ils doivent prendre la parole en public. Et ça, c'est des choses que moi j'apprécie, parce qu'on est à un moment où nous avons besoin effectivement de ne plus retomber dans nos écarts passés, mais d'aller de l'avant, mais en faisant quoi? Je l'ai toujours dit, dans la rigueur des lois
et en faisant de l'exemplarité avec la transparence, de manière à ce que chacun ait un rôle à jouer. Mais vouloir exclure une partie comme ça ensemble, pourtant, on ne peut pas dire que c'est toute la classe politique qui est fautive. Mais les acteurs politiques qui ont fait des fautes, mais les lois sont là pour ça. Les lois sont là pour ça. Et donc, je pense qu'il faut travailler à cela. Et l'autre chose que j'ai toujours dénoncée, et regardez, nous avons toutes nos informations sur les réseaux sociaux. En réalité, tu prends les journaux, ou nos journaux télévisés, ou nos médias. En réalité, vous avez quelle information en général? Tout s'est fait à travers des vidéos, tout s'est fait à travers des... Mais on ne peut pas travailler à asseoir en fait une gouvernance sereine pour sortir en fait d'une crise aussi profonde que nous sommes en train de vivre toujours. Et donc moi j'en appelle à cela. Je pense que nous devons effectivement travailler dans nos discours, non seulement les apaiser, mais d'avoir des aiguilles simplement pour que, non pas pour faire effectivement ce qu'on peut appeler ça quoi, de la légèreté, mais qu'il y ait une rigueur positive qui permet effectivement à ce que nous soyons inclusifs et très efficaces in fine. Alors, dernière question, plateau, 3 minutes pour chacun. Je commence par vous, Monsieur Bokoum. Quelles sont les forces aujourd'hui en place et avec lesquelles le CNSP doit composer pour une suite et fin heureuse de la transition? Les forces en présence, je pense que, comme il l'a dit, ça n'existe pratiquement pas. Parce que quand vous mettez les partis politiques en veilleuse, le M5 RFP qui était en gestation et en lambeau, société civile inexistante et toujours manipulée, vous avez un sérieux problème. Alors, donc, il va falloir récomposer une aile politique qui accompagne l'aile militaire. Parce que, comme il l'a dit tantôt, c'est très important que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire le distinguo entre la classe politique et les militaires. C'est un duo. Et quand vous regardez sur le plan international, toutes les grandes puissances auxquelles vous pouvez faire allusion, sur le deuxième banc, vous avez les officiers supérieurs qui sont derrière le président de la République. Ça veut dire que l'intelligence de la réflexion stratégique appartient à l'armée et la structuration de cette réflexion sur le durable fait qu'on appelle l'armée républicaine. Parce que c'est elle qui a le monopole du contrôle de la stabilité et même en tant que chef d'État, votre sécurité, mais c'est quand même votre armée. Quand vous avez vos intérêts que vous devez aller chercher dans un autre pays, s'il faut agresser ce pays pour aller prendre vos intérêts, mais qui le fait? C'est l'armée. Donc vous avez forcément une obligation de symbiose, d'intelligence entre l'armée et la politique. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que quoi que l'on dise, que vous soyez porteur d'une forme, mais ne change pas le fait que vous soyez malien. Donc, vous êtes forcément un patriote. Et quand nous regardons aujourd'hui notre classe politique, vous avez un récépissé délivré sur la base de quoi? Du fait que vous avez rassemblé un certain nombre d'individus dans cette liberté de s'associer. Mais vous avez quelle qualité, quelle compétence, quelle compréhension de la patrie, quelle compréhension de la nation, quelle compréhension réelle des questions économiques, géopolitiques, géostratégiques? Qu'est-ce que vous avez comme instrument, comme levier essentiel de vouloir faire des propositions concrètes par rapport à la stabilisation du pays? Donc, vous avez en fait un vide qui fait que, effectivement, beaucoup sont sur la place, mais sans, en réalité, une bonne substance. Deuxième élément, vous avez la capacité, ou sinon l'incapacité de la classe politique de se mettre en ensemble. Il peut le témoigner chaque fois que nous avons essayé de mettre en place des plateformes. Ça ne marche pas parce que lui, il m'appelle, bon, Bokoum, viens, on va être ensemble. Ça veut dire que je dois être derrière lui. Mais ça ne marche pas. On fait une plateforme, il dit, bon, je prends le lead. Mais ça ne marche pas. Alors, si il y a une idéologie, et ce qui n'est même pas vrai, l'idéologie que l'Occident nous vend, elle est fausse. Droite-gauche, c'est du mensonge. C'est un levier, droite-gauche, pourquoi? Pour l'alternative économique. Mais de toute façon, on n'a jamais respecté ça. Oui, non, parce qu'on essaye de penser qu'il faut être regroupé en deux grandes tendances. Mais c'est faux parce que c'est de l'économie. Vous avez une branche qui est la libérale qui pompe à outrance et de façon très violente, parce que c'est du capitalisme sauvage. À un moment donné, quand les gens souffrent et qu'ils sont essoufflés, on passe la main aux démocrates qui font une petite distribution suivant la manne de la subvention prévue dans la cagnotte avant d'arriver à une autre forme de récession. Donc, on alterne parce que le système économique a besoin de cette intelligence. Mais nous, nous nous mettons foncièrement méchants vis-à-vis des autres. Je considère que lui, il est libéral, donc je ne lui parle pas. Moi, je suis sociodémocrate, je suis ceci, je suis... Mais en fait, fondamentalement, on est malien et nous tous, nous œuvrons pour les intérêts de la nation. Donc, les mécanismes que nous mettons en place, c'est ce qui doit être fondamental pour déterminer. Alors, si moi j'ai un modèle économique structuré,
Mais il peut regarder mon modèle et dire, ah, Bokoum, ce que tu dis est intéressant, on peut aller ensemble. Parce que j'ai aussi les mêmes perspectives. Mais quand vous me dites, venez avec moi, faisons l'union sacrée autour du Mali, mais il s'agit de quel Mali? Mais parce que, structurellement, vous n'avez aucun modèle sur lequel on peut acter le Mali. Aujourd'hui, quand vous partez de la culture malienne, vous êtes perdu, parce que vous êtes dans une multiplicité, dans une pluralité dans laquelle vous ne pouvez avoir aucune orientation stratégique. Donc aujourd'hui, pour qu'on soit unis, pour même que nous, on soit unis derrière la transition, il faut une vision stratégique définie. C'est à partir de là qu'on sait qu'on s'allie avec vous, on fait un contrat avec vous, on sait où est-ce que vous allez, on est d'accord pour rentrer dans le bateau ou on n'est pas d'accord. Mais quand on n'a pas de lisibilité, quand on n'a pas de visibilité, c'est difficile de demander à l'autre d'être avec toi. Donc ce travail aussi que la classe politique aurait dû faire, en dehors même de la transition et des autres soubresauts qui sont en train de se passer, nous avons été incapables de nous mettre ensemble pour quoi que ce soit des petites coalitions pour avoir un poste quelque part, électoral, électoraliste, et ainsi de suite. Bon, des trucs de circonstances, mais de façon durable et intelligente, faire une structure qui tienne la route sur le long terme, sur la vision d'un développement durable pour le Mali. Je pense que la classe politique doit faire ce travail. C'est à ce titre que nous serons respectés. Merci, M. Bokoum, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Dr Touré. Oui. Alors, votre mot de la fin sur cette question, quelles sont les forces en place sur lesquelles le CNSP peut compter pour conduire cette transition et jusqu'à la fin heureuse qu'on lui souhaite? Les forces sur lesquelles ils peuvent compter, c'est-à-dire qu'il faudrait compter sur l'ensemble des Maliens. Il faut mettre le Malien d'abord, pas de distinction des races, des classes ni des partis politiques, mais toujours aux partis politiques. Parce que j'ai pas un problème avec eux, mais généralement les partis politiques c'est les mêmes présidents de la création jusqu'à la fin. On t'enlève, tu crées ton parti politique et les mêmes ministres. Voilà. Donc c'est là qu'il faudrait vraiment que le gouvernement actuel profite des acquis, notamment la révision de la charte des partis politiques, pour assainir le milieu. Que les partis politiques qui ne disposent pas de certaine crédibilité, qui n'ont même pas de projet de société, vraiment soient remerciés. Et aux militaires aussi qu'ils fassent attention. Parce qu'il n'y a pas de pro-M5, de pro-parti, nous sommes tous maliens, qu'ils fassent balle à terre, qui est l'union des Maliens en fonction de compétences. Toute personne qui peut les aider peut être contactée. À dire que est-ce qu'il y a une distinction entre les militaires et les SNSP, moi je dirais pas. Surtout les autorités de la transition devraient faire plutôt balle à terre entre elles-mêmes. Parce qu'en réalité, les Maliens observent, les observateurs observent qu'il y a vraiment des malaises au sein de l'État. Et par contre, s'il faudrait faire des nuits blanches, des jours blanches, sans eau, sans électricité, vraiment, ça ne va pas. Entre eux, qui s'entendent bien au profit de la population. Merci. Merci, Dr Touré. Monsieur Diarra. Merci, Robert. Et les autorités, à mon avis, pour sortir de là, doivent et peuvent compter sur toutes les forces structurées en présence. Il y en a donc 3 essentiellement, même si on peut les appeler les forces vives. Mais il s'agit effectivement de la classe politique. Il s'agit donc de nos autorités coutumières et traditionnelles, parce que c'est ça le socle de tout ça, et notamment notre secteur privé. Ouais, parce que ça c'est la communauté des affaires, si vous voulez. Donc ces 3 maillons-là, parce que pour rendre plus actif, pour exécuter ce que vous avez, vous sortez un secteur privé dans le monde actuel de tout ça, mais vous restez dans la théorie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Deuxième élément, je pense que les autorités de la transition doivent gagner davantage en sincérité en leur sein. Et elles doivent le faire, elles n'ont pas le choix. Simplement pourquoi? Parce que je rappelle que l'esprit M5 est toujours là, ça peut avoir un autre nom. Tant que les problèmes que nous avons en face là, vous ne parvenez pas à les résoudre et que chaque jour il y a un plus qui se fait dans ça, personne ne peut arrêter ça. Pas les armes ne peuvent pas les arrêter, et ce ne sont pas les discours d'un premier ministre ou les discours d'un ministre ou qui que ce soit, même du président, qui va effectivement enlever quelque chose dans ça. Troisième élément pour finir, pour moi, on peut aujourd'hui mesurer la sincérité, notamment de toutes ces forces organisées. La problématique majeure aujourd'hui, la seconde après la sécurité, c'est quoi? C'est l'énergie. Pourquoi ne pas demander à ces classes politiques-là, ou à ces partis politiques, à ces sociétés civiles-là, à ces communautés des affaires-là, de venir avec des propositions concrètes? Mais ça, ce sont les autorités qui font ça. Mais si les autorités elles-mêmes disent, nous avons les leads, nous allons chercher, vous allez chercher ça avec qui et ces 3 forces-là ne sont pas impliquées. Et donc, c'est ce qu'il faut
trouver dans ça, auprès de ces trois-là, face à cette problématique-là, trouver des solutions inclusives et constructives à ce niveau-là de manière durable qui font qu'on a une bonne masse critique sur laquelle on peut essayer d'asseoir le dialogue sociopolitique en travaillant pour aller chercher effectivement la refondation. Donc ce sont ces trois éléments-là sur lesquels moi je voudrais pouvoir terminer en disant simplement que Dieu bénisse notre pays et que le cœur de nos dirigeants ou encore donc le cœur de nos autorités de plus en plus s'ouvre entre elles-mêmes et qu'il y ait cette cohésion dont nous avons besoin, parce que dans un contexte géopolitique, c'est la première fois que je l'utilise sur ce plateau-là, mais ce contexte-là, il est là, c'est l'enveloppe. Et dans ça, tant que vous n'avez pas cette légitimité-là, tant que vous n'avez pas cette stabilité entre vous, vous donnez la main, ils vous marcheront dessus parce qu'ils ne regarderont pas. Toi, tu es pour telle autorité, tu n'es pas pour telle autorité. Et ces gens ne regardent que leur intérêt et ils marcheront sur vous. Donc nous avons intérêt à sortir de là, à capitaliser tout ça et à nous mettre ensemble sur des bases sereines et avancées. Merci, Monsieur Diarra. Mesdames, Messieurs, c'était justement votre édition spéciale, l'an 4 du M5 RFP. C'était le deuxième panel avec le docteur Amadou Touré, analyste politique, Monsieur Bagui Diarra, analyste politique, et enfin Monsieur Bouakar Bokoum, analyste politique également. Pour ma part, mesdames, messieurs, je voudrais quand même sortir de cette édition spéciale en m'adressant à vous et en Bamanankan. Et permettez-moi vraiment de le faire en Bamanankan. Nyaya sanani, san folo temena, san flana temena, san sabana temena. San folo, aywa ang ba nyira nyini jamala, bekunye M5. Ang mi débat damne kamni 14h en bas bla fo 23h. Ambe kata fe dobo ka bo jamala. Ambe kata fe dobo ka bo jamala. Nyinanta nyire. Aywa dobe kasola de. Nyinanta nya soro M5 dobe kasola. Donc antse kulu soro. Nyinanta nya soro M5 do tise ka to Mali na ulu tara, ulu bora Mali kono bise ku ta fo kena Mali tise ka fo konna la. Nyinanta nyu o M5 mo do soro antse ka débat keni ulu fanai. Nyinanta nya soro M5 do be malanga ubesra kuma nyu ta do kuma chogo la wala sa na problème so. Ni bébé femme mais minti femme le 5 juin ka M5 do de nyinga lu ka finya na kulu hakli kunti le 5 juin la ka M5 do wele ku kana dibalo lu ki nyinga ko mumbe shini lu hakli rati le 5 juin lu rata ko 5 juin fe minye ka soro lu dum kele masaw de ni ko ina cella o de be mo ko miri janya abe mo ko décourager kuma dawla nango namanya kambi kele oke anga kele oke mali kodi anga keleke Mali kodi anga keleke Mali kodi mbadou. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.